C'était il y a 150 ans, le 18 janvier 1871. Bismarck proclamait l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Bled, historien, auteur du livre Bismarck, publié chez Perrin. Le Bismarck également publié chez Tempus et les Mémoires de Bismarck, publiés également chez Perrin. Jean-Paul Bled, bonjour. Bonjour. Alors on va faire le point de la situation puisque nous sommes en janvier 1871. La guerre entre la France et la Prusse a commencé 6 mois plus tôt avec la dépêche d'Ems. Début septembre, Napoléon III est fait prisonnier. Le 4 septembre, la République est proclamée. Que se passe-t-il entre septembre et ce 18 janvier ? Eh bien, le gouvernement de la Défense nationale, inspiré par Gambetta, refuse la défaite et mobilise des armées pour tenter de libérer Paris. Libérer Paris, pourquoi ? Parce que Paris est encerclé par les armées prusso-allemandes. Et donc, si l'on veut bouter l'ennemi hors du territoire national, il faut dégager Paris. Ces entreprises vont échouer. Chacune d'entre elles commence par une victoire et puis finalement se termine en défaite. Alors justement, Bismarck, il est alors chancelier de la Prusse. Il est auréolé de ses victoires contre le Danemark et l'Autriche. L'Autriche qu'il a écrasé à la bataille de Sadova le 3 juillet 1866. Oui. Et pour faire la guerre à la France, donc, ce n'est pas la Prusse, puisqu'il a regroupé les États allemands, regroupant la Confédération de l'Allemagne du Nord, le Royaume de Bavière, le Grand-Duché de Bade et le Royaume du Wurtemberg. Est-ce qu'il avait pour objectif, dès le début de cette guerre, de faire l'unification allemande ? Ah, c'est son objectif. C'est ce qui, à ses yeux, légitime cette guerre. Après la guerre gagnée contre l'Autriche, 1866, Sadova, il programme immédiatement une guerre contre la France. Alors évidemment, il faut trouver les circonstances qui la permettront. Oui, mais et en plus en passant pour la victime, pour l'agressé. Bien sûr, c'est là où il confirme ses talents à la fois de manipulateur et de diplomate. Bon, quoi qu'il en soit, c'est son objectif, et c'est aussi par rapport à cet objectif qu'il faut comprendre sa volonté d'annexer Alsace-Lorraine. C'était déjà prévu avant même le traité de Francfort qui sera signé le 10 mai 1871. Il a, dès le début du mois d'août, il lance une campagne de presse autour de cette thématique de l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Ce qui était donc déjà prévu. Justement, s'il choisit la Galerie des Glaces de Versailles pour proclamer l'Empire allemand, c'est pas le premier endroit qui vienne à l'esprit. Est-ce vrai que c'est pour se venger des humiliations subies sous Louis XIV et Napoléon Ier ? Ça participe évidemment de ce choix. Bon, il y a aussi le choix de Versailles en lui-même s'explique par le fait que tout l'appareil prussien et allemand est domicilié à Versailles, mais ensuite, il y a le choix de la Galerie des Glaces, et ce choix n'est pas innocent, bien sûr. Il s'agit de prendre une revanche vis-à-vis de la France. Louis XIV, vous l'avez dit, on pense à Heidelberg, par exemple, et puis, évidemment, la période napoléonienne, le désastre de Iéna, qui a entraîné qui a été une catastrophe pour la Prusse. Alors justement, on va mettre le décorum de l'époque dans la Galerie des Glaces, on va voyager dans le temps. Un hôtel est établi au centre de la Galerie des Glaces pour la cérémonie religieuse. Une estrade a été installée du côté du Salon de la Guerre, à l'opposé de l'emplacement du trône de Louis XIV. 600 officiers et tous les princes allemands sont présents, sauf Louis II. Après le Te Deum, Bismarck, en uniforme de cuirassier, lit la proclamation. Celle-ci est achevée. Le grand-duc de Bade s'écrie « Vive sa majesté l'empereur Guillaume ». Guillaume Ier, roi de Prusse, devient empereur allemand et Bismarck chancelier impérial. Guillaume Ier dira que ce fut le jour le plus triste de sa vie. Pourquoi ? Alors qu'il devient empereur d'Allemagne. Oui, évidemment, ça peut surprendre, mais en fait, ça s'explique très bien. Pourquoi ? Parce que il craint que la création de cet nouvel empire, l'empire allemand, ne signifie à terme l'effacement de la Prusse. Or,
il est... C'est-à-dire une Prusse englobée dans l'Empire allemand, qui est juste une partie et plus le leader. Oui. En fait, dans les faits, les choses ne se passeront pas ainsi, parce que c'est la Prusse qui fait l'unité de l'Allemagne, et c'est la Prusse qui va, jusqu'en 1918, diriger cette Allemagne. Mais c'est ce qui explique ce propos de Guillaume Ier, pardon, qui a cette crainte que progressivement, évidemment, ça ne serait pas un phénomène immédiat, mais qu'à terme, eh bien, la Prusse soit absorbée dans cet empire allemand. Alors justement, est-ce que ce 18 janvier 1871, Jean-Paul Bled, c'est l'Allemagne qui naît ce jour-là, l'Allemagne moderne, ou c'est la Prusse agrandie? Bien, c'est les deux. c'est les deux. Parce que cette Allemagne moderne, elle se construit sous l'égide de la Prusse. Comme je le disais tout à l'heure, jusqu'en 1918, ce sont les élites prussiennes qui vont continuer à diriger cet empire. Donc, la Prusse conserve un rôle majeur, déterminant, et en même temps, c'est le point de départ d'une nouvelle puissance qui, pour une période assez longue, va s'affirmer comme la première puissance en Europe. Alors justement, la première puissance mondiale à ce moment-là, en 1871, c'est le Royaume-Uni, qui a le plus grand empire colonial, qui a fait sa révolution industrielle le plus tôt. Qu'est-ce que cela change pour elle? La France ne devient plus l'ennemi héréditaire? Alors, pour le Royaume-Uni, il va évidemment y avoir un changement en ce qui concerne sa relation avec la France, mais ça n'est pas immédiat, parce que n'oublions pas que pendant au moins 2 décennies, sinon 3, eh bien, dans le rapport entre Londres et Paris, ce qui est déterminant, c'est la question coloniale. Notamment Fachoda, bien sûr, à la fin Fachoda, du 19e siècle. Et auparavant, il y a les affaires égyptiennes. Mais au début du XXe siècle, et après Fachoda, l'Angleterre va reconsidérer sa vision de la France, et dans le cadre d'une révision de sa perception de l'Europe continentale, une Europe continentale placée sous l'hégémonie de l'Allemagne, et cette hégémonie allemande qui la menace sur le plan commercial, capital, qui la menace aussi sur le plan naval, parce que cette Allemagne va lancer un très grand programme naval, c'est l'amiral Tirpitz, et sous ces menaces, Londres en vient à considérer qu'il faut revoir la relation avec la France, et ça va être bien sûr l'entente cordiale qui voit le jour en 1904-1905. Dernière question, cette naissance de l'Allemagne, c'est la certitude de nouvelles guerres en Europe, en particulier les 2 guerres mondiales? Alors en tout cas, ce n'est pas la volonté de Bismarck. Bismarck a souhaité la guerre de 70, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est certain. Mais une fois qu'il a réalisé son objectif, il pense que l'Allemagne est saturée, c'est un terme qu'il reprend très souvent, l'Allemagne est saturée, et donc son objectif, c'est de maintenir l'acquis. Ce n'est pas de se lancer dans un programme d'annexion, d'expansion, à l'Est notamment. Sur ce plan, il est tout à fait différent de ce que seront les chefs militaires de l'Allemagne de 1914 à 1918, Hindenburg, Ludendorff, et a fortiori d'Hitler, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, Jean-Paul Bled, historien, alors auteur des livres Bismarck, il y en a un chez Perrin et un chez Tempus, et les Mémoires de Bismarck, publiés également chez Perrin. Merci, c'était il y a 150 ans, le 18 janvier 1871, Bismarck proclamait l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces. Merci de nous avoir fait vivre ce moment historique. Merci.